Moving on, Yemen's Houthis rebel claim a big victory against the U.S. The Iran-backed rebels have claimed to have destroyed another American Reaper drone. Le drone de 30 millions de dollars a spiralé vers la mer Rouge, laissant derrière lui une traînée de fumée et de débris alors qu'il tombait du ciel bleu clair. À bord du centre de commande à Djibouti, les opérateurs américains ont regardé impuissants leur MQ-9 Reaper ultramoderne disparaître des écrans radars. C'était le 5 mars 2025, et cet incident n'était pas un cas isolé. Il marquait le 12e drone abattu avec succès par les rebelles Houthis depuis 2023. Mais personne ne savait que ce drone en particulier serait la goutte de trop, le déclencheur qui allait provoquer une réaction militaire sans précédent depuis des décennies. Alors que l'aube se levait sur le Pentagone le lendemain matin, des analystes militaires examinaient les images des dernières secondes du drone. Malgré le déploiement de dizaines de leurres thermiques, l'un des missiles Houthis avait touché sa cible. La perte d'un autre équipement militaire coûteux a provoqué une vague de frustration dans toute la chaîne de commandement. Les statistiques dressaient un tableau sombre. Depuis 2023, les Houthis avaient mené 174 attaques contre des navires de la marine américaine et pas moins de 145 attaques contre des navires commerciaux empruntant la route stratégique de la mer Rouge. Près de 15% du commerce mondial transite normalement par ces eaux, mais ce chiffre avait chuté à mesure que les compagnies maritimes déviaient leurs navires par des routes plus longues et plus coûteuses contournant l'Afrique. La stratégie de réponse mesurée des États-Unis, frappe limitée accompagnée de mesures de défense, ne fonctionnait manifestement pas. Il fallait un changement. 2 jours après l'incident du drone, le président Donald Trump a convoqué une réunion secrète avec son équipe de sécurité nationale à Mar-a-Lago. L'ambiance était tendue, tandis que les chefs militaires présentaient leur évaluation. Ce qui a émergé de cette réunion, c'était l'opération Frappe décisive. Un plan global visant à éliminer les capacités militaires Houthis en une seule attaque coordonnée, en utilisant tout l'arsenal conventionnel américain. La planification ne prendrait qu'un peu plus d'une semaine, avec une exécution prévue pour le 15 mars. « Je veux qu'il soit effacé de la carte », aurait déclaré Trump à ses commandants. Lorsque la réunion s'est conclue, aucun des participants ne mesurait encore pleinement la portée historique de ce qu'il venait de lancer. En quelques jours, la plus complexe des opérations aériennes en une seule journée depuis la guerre d'Irak de 2003 allait commencer. Dans les centres de commandement souterrains et à bord des navires de guerre américains à travers le Moyen-Orient, les planificateurs militaires travaillaient jour et nuit. La mission était sans précédent par son ampleur et sa complexité, non pas une campagne progressive, mais une démonstration de force écrasante en une seule journée. Ce qui rendait l'opération Frappe décisive unique, c'était son synchronisme. Plutôt que de frapper les cibles en séquence, les stratèges militaires avaient conçu une attaque destinée à produire un choc psychologique maximal en frappant plusieurs lieux à la fois. Les analystes du renseignement ont identifié plus de 40 cibles principales, notamment des centres de commandement, défense aérienne, installations de drones, dépôts d'armes et infrastructures énergétiques. Chacune serait frappée dans une séquence soigneusement orchestrée, visant à provoquer des défaillances en cascade des capacités de défense Houthis. Pendant ce temps, les Houthis ignoraient tout de ce qui se préparait. Leur direction, galvanisée par les succès dans l'abattage de drones et les frappes de missiles contre les navires, continuait à publier des déclarations défiantes et à planifier de nouvelles attaques. À l'approche du 15 mars, des mouvements inhabituels se faisaient sentir dans la présence militaire américaine au Moyen-Orient. 6 bombardiers B-52 étaient arrivés au Qatar en novembre précédent, le premier déploiement de ce type depuis des années. Ils effectuèrent maintenant ce qui semblait être de simples contrôles de maintenance. Sur des bases aériennes en Turquie, 2 bombardiers B-1B lancés sont arrivés discrètement, soi-disant pour des exercices conjoints. Le porte-avions USS Harry S. Truman, qui patrouillait en Méditerranée, ajusta silencieusement sa position vers la mer Rouge. Pour les marins et aviateurs impliqués, le maintien de la sécurité opérationnelle était essentiel. Beaucoup ne connaissaient que leur rôle spécifique.
sans avoir une vue d'ensemble de l'opération. Au Yémen, la vie suivait son cours. Les dirigeants Houthis, ayant essuyé de nombreuses frappes américaines au fil des ans, avaient acquis une confiance certaine dans leur capacité à encaisser toute réponse limitée. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait les frapper. À exactement 1 heure, heure locale, le samedi 15 mars, les marins à bord de 2 destroyers de la marine américaine dans la mer Rouge ont reçu l'ordre d'exécution qu'ils attendaient depuis des jours. Dans les centres de contrôle des missiles Tomahawk, les équipes ont rapidement finalisé les solutions de tir pour le premier acte de l'opération Frappe décisive. Ce qui rendait ce lancement de Tomahawk différent, c'était sa sophistication. Chaque missile, d'une valeur d'environ 2 millions de dollars, était programmé avec une instruction spéciale. Plutôt que de frapper dès leur arrivée sur cible, les missiles arrivant les premiers devaient effectuer des cercles d'attente pour que les autres les rejoignent. À 1h15, les premiers missiles Tomahawk s'élancèrent de leurs cellules de lancement verticales, laissant des traînées de fumée blanche alors qu'ils atteignaient leur vitesse de croisière de 885 km/h. Au cours des 10 minutes suivantes, des dizaines d'autres suivirent, chacun avec une cible spécifique. À bord de l'USS Jason Denham, les marins exultèrent en voyant les missiles décoller. Pendant des mois, ils avaient subi les attaques Houthis. Maintenant, ils ripostaient de façon massive. Alors que les missiles fonçaient vers le Yémen, les techniciens radars à bord des destroyers suivaient leur progression. Tout se déroulait exactement comme prévu. À 1h30 précise, heure locale, les habitants de Sanaa furent réveillés en sursaut par ce qui ressemblait à la fin du monde. Des dizaines de missiles Tomahawk frappèrent simultanément la ville, visant l'aéroport international, des casernes militaires et 4 grands centres de commandement et de contrôle. L'impact psychologique était dévastateur. Contrairement aux frappes américaines précédentes, caractérisées par des explosions successives, la détonation simultanée de plusieurs ogives de 450 kg créa un mur de bruit et de feu sans précédent pour les Houthis. À l'aéroport international de Sanaa, où le renseignement avait localisé de grandes quantités de drones Shahed fournis par l'Iran, plusieurs Tomahawks frappèrent avec une précision chirurgicale. Les hangars s'effondrèrent, les dépôts souterrains furent pénétrés, et la piste fut creusée de cratières selon un motif rendant toute réparation rapide impossible. Dans le quartier de Gaïl, 4 bâtiments abritant des centres de commandement Houthis furent frappés simultanément. Ces installations contenaient les équipements de communication essentiels pour coordonner les défenses aériennes et les tirs de missiles à travers le Yémen. En quelques secondes, ils furent réduits en ruines. La première vague accomplissait exactement ce que les stratèges avaient prévu. Elle tranchait la tête du corps. Avec leurs centres de commandement principaux détruits, les chefs Houthis se dispersèrent vers des installations secondaires, tentant de comprendre ce qui se passait et de préparer une réaction. Ils disposaient de moins d'1 heure avant que la deuxième vague ne frappe. Alors que les impacts des missiles Tomahawk continuaient d'être signalés, le pont d'envol de l'USS Harry S. Truman s'anima brusquement. Les F-18 Super Hornet, rugissant dans la nuit, décollaient les uns après les autres dans l'obscurité. Ce n'étaient pas les vols de patrouille habituels devenus routiniers dans la région. Chaque appareil était équipé d'armes de précision AGM-154 Joint Standoff, des bombes planantes guidées d'une portée de 130 km, permettant aux pilotes de lancer leurs attaques sans pénétrer dans la portée des défenses aériennes Houthis. Ce qui rendait ces armes particulièrement létales, c'était leur équipement spécialisé. Munies d'embouts de pénétration BLU-111, elles pouvaient traverser jusqu'à 6 mètres de béton armé ou 30 mètres de terre avant d'exploser. À 2h15, les F-18 atteignirent leur point de lancement et larguèrent leur charge. Quelques minutes plus tard, une gigantesque centrale électrique près de Sanaa, qui alimentait la majeure partie des territoires contrôlés par les Houthis, fut frappée par plusieurs armes à pénétration. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Partout dans le nord du Yémen, les lumières s'éteignirent. Les générateurs de secours dans les installations militaires se mirent en marche, mais ils n'alimentaient que les systèmes essentiels et furent eux-mêmes visés lors de frappes ultérieures.
Avec leur centre de commandement détruit et désormais plongé dans le noir, les forces Houthis opéraient à l'aveugle, sourdes et de plus en plus isolées les unes des autres. Mais la nuit était encore loin d'être terminée, et le pire restait à venir. Des heures avant que le premier Tomahawk ne frappe Sanaa, 2 bombardiers B-1B lancés avaient quitté discrètement la base aérienne d'Incirlik en Turquie. Ces bombardiers supersoniques massifs, capables d'emporter plus de charges que n'importe quel autre avion américain, à l'exception du B-52, avaient été déployés en avant spécifiquement pour cette mission. À une vitesse de croisière de 1040 km/h, les 2700 km séparant la Turquie du Yémen seraient parcourus en un peu moins de 3 heures. En traversant l'espace aérien saoudien, les équipages reçurent la confirmation que les frappes sur le réseau électrique avaient été un succès. Le Yémen était plongé dans l'obscurité. Les B-1B transportaient une arme particulièrement dévastatrice, le missile de croisière AGM-158 JASSM, Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Chaque bombardier en était équipé de 24, chacun avec une portée de plus de 1000 km et une ogive pénétrante de 450 kg. Cette capacité de frappe à distance était cruciale pour le succès de la mission. Les systèmes de défense aérienne les plus avancés des Houthis avaient une portée maximale d'environ 120 km. En lançant leurs missiles bien au-delà de cette limite, les B-1B pouvaient ne frapper sans s'exposer. À exactement 3 heures, heure locale, 48 missiles JASSM frappèrent des installations de drones Houthis dans le gouvernorat d'Ib. Les services de renseignement avaient identifié ces sites comme des zones de stockage et de lancement des drones Shahed fournis par l'Iran, responsable de la terreur dans la mer Rouge. Comme les Tomahawk avant eux, ces missiles furent programmés pour frapper simultanément afin de maximiser l'impact psychologique. En quelques secondes, les Houthis perdirent quasiment l'ensemble de leur arsenal de drones d'attaque. Alors que les B-1B faisaient demi-tour vers leur base, la vague suivante était déjà en approche. Des F-15E Strike Eagle en provenance de bases au Qatar et aux Émirats arabes unis fonçaient vers le Yémen à des vitesses avoisinant Mach 2,5. L'un des pilotes de F-15E décrivit la mission. Nos cibles étaient différentes. On visait ce que le renseignement appelait des installations déguisées. En gros, les Houthis avaient expulsé des civils d'immeubles d'habitation pour y entreposer des armes. Les F-15E transportèrent des bombes JDAM, Joint Direct Attack Munitions, de 900 kg. Des bombes guidées par GPS, capables de frapper avec une précision remarquable, quelles que soient les conditions météorologiques ou l'heure du jour. À 4h20, heure locale, les F-15E larguèrent leurs bombes au-dessus du gouvernorat d'Ib. 2 immeubles d'habitation identifiés comme entrepôts d'armes par le renseignement explosèrent dans des détonations massives, visibles à des kilomètres à la ronde. Les Houthis pensaient que ces emplacements seraient à l'abri des frappes américaines en raison de leur apparence civile. Cette erreur de calcul leur coûta cher, alors que les stocks de missiles et de munitions explosèrent en chaîne pendant près d'1 heure. Alors que l'aube approchait, des commandants Houthis désespérés tentèrent d'organiser une forme de défense. Leurs centres de commandement principaux ayant été détruits et leurs communications perturbées, ils se replièrent sur des sites de défense aérienne répartis à travers le pays. Lorsque les opérateurs radars activèrent leur système, cherchant dans le ciel les avions américains, ils signèrent, sans le savoir, leur propre arrêt de mort. Des EA-18G Growler, des avions de guerre électronique spécialisés basés sur la plateforme F-18, patrouillaient au large depuis des heures, surveillant passivement le spectre électromagnétique. Ces appareils étaient armés de missiles AGM-88 ARM, High Speed Anti-Radiation Missiles, des armes conçues pour détecter et cibler les émissions radars. Lorsque les radars Houthis furent activés à travers le pays, les Growlers détectèrent leurs signaux à plus de 130 km. En quelques minutes, ils lancèrent leurs missiles ARM. Les résultats furent dévastateurs. Un par un, les radars de défense aérienne Houthis s'éteignirent, touchés avec précision. Sans guidage radar, leur système de missiles solaires était désormais aveugle.
réduits à des tirs inefficaces à l'aveugle. Alors que les opérations aériennes avaient dominé la nuit, une autre plateforme attendait patiemment de rejoindre le combat. Un sous-marin d'attaque de classe Los Angeles, patrouillant silencieusement sous les eaux de la mer Rouge, se préparait à démontrer l'une de ses capacités les moins fréquemment utilisées. Bien que conçu principalement pour traquer des navires et sous-marins ennemis, ce bâtiment transportait des missiles Tomahawk pouvant être lancés depuis ses tubes lance-torpilles. À 6h40, heure locale, le sous-marin tira plus d'une douzaine de Tomahawk en succession rapide. À 7h10, ces missiles frappèrent 4 postes de commandement secondaires dans le gouvernorat de Damar, qui avait survécu aux premières vagues. Avec la destruction de ces installations, le commandement Houthi était désormais complètement fragmenté, incapable de coordonner une quelconque réponse à l'attaque en cours. Alors que le jour se levait complètement sur le Yémen, une autre plateforme inattendue rejoignit l'opération. Un avion P-8 Poseidon, en réalité un Boeing 737 militarisé, utilisé principalement pour la surveillance maritime, volait à haute altitude au-dessus de la mer Rouge. Aux alentours de 9h15, le Poseidon lança une salve de missiles AGM-84 SLAM-ER, Standoff Land Attack Missile, Expanded Response. Ces armes supersoniques, d'une portée allant jusqu'à 270 km, filèrent en direction de cibles dans le gouvernorat de Hadja. 15 minutes plus tard, plusieurs sites radars ayant échappé aux frappes armes précédentes furent détruits. Avec ces derniers nœuds de défense aérienne éliminés, l'espace aérien contrôlé par les Houthis était désormais totalement sans défense. La voie était libre pour l'acte final. Si la guerre moderne repose de plus en plus sur la furtivité et la précision, le B-52 Stratofortress incarne une philosophie plus ancienne, celle de la force écrasante venue du ciel. Surnommé le Bœuf, Big Ugly Fat Fellow, ou Gros Lait dans sa version édulcorée, ces bombardiers massifs sont en service depuis les années 50, mais restent parmi les armes les plus dévastatrices de l'arsenal américain. 6 B-52 avaient été déployés à la base aérienne d'Al Udeid, au Qatar, en novembre précédent, le premier déploiement de ce type depuis 2019. Ils allèrent désormais démontrer pourquoi ces géants vieillissants inspirent encore la peur chez les adversaires des États-Unis. Avec une charge maximale de 31 750 kg, chaque B-52 peut transporter jusqu'à 35 bombes JDAM de 900 kg, plus que n'importe quel autre avion américain. Mais leur vitesse relativement lente et leur signature radar massive les rendent vulnérables aux défenses aériennes ennemies. C'est pourquoi les vagues précédentes de l'opération avaient été si importantes. Les défenses aériennes Houthis étant complètement neutralisées, les B-52 pouvaient désormais opérer en toute impunité. À midi, heure locale, les 6 bombardiers larguèrent leur gigantesque cargaison au-dessus de Sanaa, déposant 70 bombes JDAM sur des casernes Houthis et des dépôts d'armes que les frappes précédentes n'avaient pas ciblés. La terre trembla, alors qu'explosion après explosion ravageait ce qu'il restait de l'infrastructure militaire houtiste. Lorsque les B-52 prirent le chemin du retour, plus de 40 cibles militaires majeures avaient été détruites. L'opération s'était déroulée exactement comme prévu, une démonstration exemplaire de la capacité militaire américaine, exécutée avec une précision chirurgicale et une force écrasante. Alors que le soir tombait le 15 mars, les équipages à bord des navires du groupe aéronaval de l'USS Harry S. Truman célébraient leur succès. Pendant des mois, ils avaient été sur la défensive, escortant des navires marchands et interceptant des embarcations d'attaque Houthi. Désormais, ils venèrent de porter un coup décisif. Les marins se rassemblèrent dans les messes des différents bâtiments de la flotte, regardant les images satellites des opérations de la journée sur les écrans installés. Dans la salle des officiers du Truman, un toast spontané fut porté pour célébrer le fait qu'aucune victime américaine n'était à déplorer dans ce que l'on appelait déjà l'opération aérienne la plus coordonnée en une seule journée depuis l'ouverture de la guerre d'Irak en 2003.
Les premières évaluations des dommages étaient même plus positives que ce qu'avaient espéré les planificateurs. Des images satellites montraient des cratères fumants là où se trouvaient, quelques heures plus tôt, des centres de commandement, des défenses aériennes et des dépôts d'armes Houthis. Le renseignement estimait que plus de 80% de la capacité militaire des Houthis avait été éliminée en une seule journée. Des images thermiques captées par des drones de reconnaissance montraient des dizaines d'explosions secondaires se poursuivant pendant des heures après les frappes initiales, signe que d'importants stocks de munitions et de carburant avaient été touchés. Au moins 17 nœuds de commandement et de contrôle, 24 sites de défense aérienne, 12 installations de drones et 8 zones de stockage de missiles balistiques furent confirmés comme détruits. Le réseau radar houtiste du nord du pays était entièrement éteint, aucune émission n'ayant été détectée depuis les frappes coordonnées. Les analystes du Pentagone étaient particulièrement satisfaits de la destruction des capacités navales des Houthis. Au moins 3 installations côtières abritant des embarcations télécommandées bourrées d'explosifs avaient été entièrement détruites. Ces petites unités avaient pour représenter une menace importante pour la navigation commerciale, avec plusieurs attaques réussies au cours des mois précédents. Des sources du renseignement confirmèrent qu'au moins 85% des mines maritimes spécialisées des Houthis avaient également été détruites dans des entrepôts avant même d'avoir pu être déployées dans les voies maritimes internationales. La réaction internationale fut mitigée. Les alliés européens exprimèrent leur soutien tout en appelant à la retenue. La France et l'Allemagne publièrent un communiqué conjoint soutenant le droit des États-Unis à protéger les routes commerciales, tout en réclamant un retour aux efforts diplomatiques. Le Royaume-Uni, qui avait participé à de précédentes frappes plus limitées contre les positions Houthis, apporta son soutien le plus ferme, le Premier ministre déclarant que ceux qui menacent le commerce international doivent en assumer les conséquences. L'Iran, principal soutien des Houthis, condamna fermement les frappes, mais s'abstint de toute menace de représailles directes. Le ministre iranien des Affaires étrangères appela à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, qualifiant l'opération de « terrorisme d'État », tout en évitant soigneusement tout langage laissant entendre une implication iranienne directe auprès des Houthis. La Russie et la Chine critiquèrent ce qu'elles qualifièrent d'agression américaine contre une nation souveraine, Moscou se montrant particulièrement virulent sur les violations du droit international, malgré ses propres opérations en cours en Ukraine. Alors que les équipages de l'USS Stout et de l'USS Jason Dunham terminèrent leur dîner dans la soirée du 15 mars, la célébration fut brusquement interrompue par des appels urgents en provenance du centre d'information de combat. Des opérateurs radars avaient détecté plusieurs contacts rapides lancés depuis la côte yéménite. Il était environ 18 heures, heure locale, à peine quelques heures après les frappes des B-52 qui semblaient marquer la fin de l'opération. Malgré les frappes dévastatrices de la journée, les Houthis avaient réussi à assembler et lancer ce qui semblait être une contre-attaque significative. Les premiers rapports suggéraient qu'environ 2 douzaines de missiles anti-navires avaient été tirés depuis des lanceurs mobiles ayant survécu à l'opération américaine. Les missiles furent identifiés comme des Qadir fournis par l'Iran, des missiles de croisière anti-navires d'une portée d'environ 300 km, équipés d'ogives de 200 kg, capables de causer des dégâts importants aux bâtiments de guerre. Le renseignement allait bientôt déterminer que ces lanceurs mobiles avaient été dissimulés dans des installations souterraines situées dans les régions montagneuses du gouvernorat d'Al-Mahwit, une zone qui avait reçu moins d'attention lors du ciblage en raison de son éloignement de la côte. Les Houthis avaient manifestement anticipé une réponse américaine majeure et préparé un plan de secours, incluant la dispersion de certains de leurs atouts les plus précieux dans ces lieux reculés. À mesure que les missiles approchaient, les systèmes de combat avancés à Aegis des destroyers suivaient chaque menace et calculaient les solutions d'interception. Des contre-mesures furent déployées. Brouillage électronique via les systèmes de guerre électronique AN/SLQ-32, Lanceleur MK-53NULK, libérant des leurres radars flottants,
nuages de paillettes pour perturber les radars ennemis, et enfin missiles défensifs tirés depuis les systèmes de lancement vertical des navires. Les destroyers lancèrent une combinaison d'intercepteurs SM-2 et ESSM, Evolved Sea Sparrow Missiles, chaque navire tirant plusieurs projectiles pour assurer l'interception. Le ciel nocturne au-dessus de la mer Rouge s'illumina d'explosions alors que les défenses américaines engagèrent les menaces. La plupart des missiles Houthi furent interceptés avec succès, mais leur nombre représentait un défi sérieux pour les capacités défensives des navires. L'attaque avait été soigneusement coordonnée pour submerger les défenses, avec des missiles approchant depuis plusieurs vecteurs simultanément, ce qui suggérait que les Houthis avaient reçu des conseils tactiques avancés, probablement de conseillers iraniens. À la fin de l'engagement, le bilan était préoccupant. Bien que la majorité des missiles aient été détruits avant d'atteindre leur cible, un destroyer subit des dommages mineurs à cause d'une quasi-collision, et 2 marins furent blessés. L'USS Stout souffrit de dégâts sur une antenne radar et des équipements de communication causés par des fragments d'un missile intercepté trop près du navire. Bien que ces dommages ne compromettent pas la mission, des réparations seraient nécessaires dans un port proche dans les jours suivants. Dans les jours qui suivirent l'opération Frappe décisive, les planificateurs militaires américains procédèrent à une évaluation complète des résultats obtenus et des menaces restantes. Des vols de reconnaissance, utilisant à la fois des avions U-2 à haute altitude et des drones MQ-9 Reaper à moyenne altitude, cartographièrent les destructions à travers le Yémen, comparant les images d'avant et d'après frappe pour mesurer l'impact. Particulièrement satisfaisante pour les planificateurs américains fut la destruction du programme de drones des Houthis. Pendant des années, le groupe avait utilisé des drones kamikazes Shahed 136 fournis par l'Iran pour terroriser la navigation et menacer les actifs militaires américains. Des signatures thermiques indiquèrent qu'au moins 7 installations majeures d'assemblage et de stockage de drones avaient été détruites, ainsi que les équipements spécialisés nécessaires à leur programmation et leur lancement. Mais l'attaque de missiles qui suivit montra que le groupe n'avait pas été totalement neutralisé. Le renseignement suggérait qu'ils avaient dispersé certains lanceurs mobiles dans des zones reculées avant le début de l'opération, anticipant peut-être une réponse américaine massive à l'escalade de leurs attaques. Des images satellites identifièrent de nouveaux mouvements de véhicules dans les régions montagneuses du nord-ouest du Yémen, laissant penser que les Houthis relocalisaient leurs atouts survivants dans des lieux encore plus isolés. La question clé, désormais, était de savoir ce qui allait se passer. Les Houthis, après avoir subi toute la puissance militaire américaine, allaient-ils reconsidérer leur stratégie et cesser leurs attaques contre la navigation commerciale? Ou bien allaient-ils redoubler d'efforts, recourant à des méthodes encore plus asymétriques pour prouver qu'ils restaient une force à craindre? Les premiers signes pointaient vers la deuxième option, les médias Houthis diffusant des messages défiants quelques heures seulement après les frappes, promettant que l'agression américaine ne fera que renforcer notre détermination. Et qu'en était-il de l'Iran, qui avait fourni aux Houthis certaines de leurs armes les plus efficaces? Téhéran allait-il accélérer son soutien pour reconstruire les capacités Houthis, ou au contraire prendre du recul pour éviter une confrontation directe avec les États-Unis? Pour les alliés américains de la région, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui combattaient les Houthis depuis des années, l'opération montrait que les États-Unis étaient prêts à employer une force écrasante lorsque leurs intérêts étaient directement menacés. Cela offrait à la fois une garantie concernant l'engagement sécuritaire américain et une inquiétude face au risque d'escalade. Les attachés militaires des deux pays demandèrent des briefings détaillés sur l'opération, particulièrement intéressés par la manière dont les forces américaines avaient obtenu des résultats aussi complets en une seule journée. Pour Israël, engagé dans ses propres affrontements régionaux contre des proxys iraniens, l'opération offrait un modèle potentiel d'action future contre des menaces similaires. Les analystes israéliens notèrent l'efficacité de l'approche en couche qui éliminait d'abord les centres de commandement avant de cibler les systèmes d'armes et les infrastructures. Pour l'Iran, l'opération représentait un dilemme.
La République islamique avait utilisé les Houthis comme un moyen à faible coût de projeter sa puissance et de faire pression sur l'Occident sans risquer de confrontation directe. Cette stratégie avait désormais provoqué une riposte américaine massive. Téhéran allait-il conclure que sa stratégie par proxy était devenue trop risquée? Les premières évaluations suggéraient que l'Iran pourrait temporairement réduire son soutien visible aux Houthis tout en les aidant à se reconstruire plus discrètement, en se concentrant peut-être sur des systèmes d'armes plus petits et plus dissimulables, plutôt que sur les gros drones et missiles qui avaient été ciblés. Et pour d'autres groupes militants observant depuis Gaza, le Liban, l'Irak ou ailleurs, l'opération servait de rappel brutal des capacités militaires américaines et des conséquences potentielles de franchir certaines lignes rouges. Des rapports de renseignement indiquèrent un renforcement des mesures de sécurité dans des installations associées à des groupes comme le Hezbollah, laissant penser qu'ils craignaient d'être les prochains s'ils provoquaient une réaction américaine similaire. Alors que le soleil se levait sur la mer Rouge le 16 mars, les forces américaines restaient en état d'alerte élevé. Le renseignement suggérait que les Houthis procédaient à une évaluation frénétique de leurs pertes et tentaient de rétablir une forme de structure de commandement. Des vols de surveillance détectèrent une activité accrue dans les réseaux de grottes du nord du Yémen, repère bien connu des dirigeants Houthis lors de conflits passés. À Téhéran, des réunions d'urgence du Conseil suprême de sécurité nationale iranien auraient eu lieu, marquées par de vifs débats sur la manière de réagir à ce que les médias iraniens qualifièrent d'agression américaine contre le front de la résistance. Des images satellites montrèrent une activité accrue dans les ports militaires iraniens, mais il restait incertain s'il s'agissait de préparatifs pour envoyer des systèmes de remplacement ou simplement d'un état d'alerte accru. Et dans les couloirs maritimes de la mer Rouge, les navires marchands commencèrent prudemment à reprendre leurs itinéraires habituels, protégés par une présence navale américaine renforcée. Le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln était déjà en route pour venir en renfort à celui du Harry S. Truman, assurant une couverture continue pendant que les navires reprenaient leur passage par cette route commerciale vitale. Ce qui était clair, c'est que le 15 mars 2025 avait marqué un tournant, un jour où la patience de l'Amérique avait pris fin et où toute la puissance de sa machine militaire conventionnelle avait été déployée en une seule opération dévastatrice, appelée à être étudiée dans les académies militaires pendant des décennies. L'usage intégré de plateformes allant des sous-marins aux bombardiers furtifs, la chorégraphie précise des frappes pour produire des effets en cascade, et le ciblage minutieux pour minimiser les dommages collatéraux tout en maximisant l'impact militaire représentaient un nouveau chapitre dans l'art de la guerre américain. Les Houthis avaient appris à leurs dépens les conséquences de trop provoquer l'aigle américain. La question était désormais de savoir si cette leçon entraînerait un changement de comportement ou si elle pousserait le conflit vers un territoire nouveau et potentiellement plus dangereux. Alors qu'une nouvelle semaine commençait au Yémen, cette question demeurait sans réponse.